Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette première édition du journal de 2026 à Géopolis Télévision. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Lutte contre la criminalité urbaine dans la capitale congolaise à travers la RDC de manière générale. Plus de 500 bandits présumés ont été interpellés ce 1er janvier 2026 à Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité, affaires coutumières, Jacques Méchabani, initiateur de l'opération Dobo, renouvelle la détermination du gouvernement congolais d'aller jusqu'au bout de la logique. Le détail dans ce journal. Au sommaire également de ce 2 janvier 2026, la commémoration de la mort du général de brigade Mamadou Ndola. L'officier général de FARDC tué à Béni, vous savez, au Nord Kivu, est un héros dans la lutte contre l'insécurité dans cette partie du pays. Témoignage dans cette édition d'information. Et au sommaire également, en Algérie, le pays met le bouchée double pour augmenter sa production de pneus. L'initiative intervient dans un contexte particulier où Alger est confronté à une crise majeure dans ces secteurs. Voilà tout pour les titres, bienvenue. Vous êtes des millions à nous suivre comme toute l'année 2025. Nous sommes bien sûr le 2 janvier 2026 dans la capitale congolaise. Nous sommes Géopolis Télévision. Merci pour la confiance renouvelée pour cette année 2026. Depuis ce 1er janvier, la République démocratique du Congo siège officiellement au siège du Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent. Un retour diplomatique majeur pour Kinshasa qui entend plutôt peser sur les grandes décisions de paix et de sécurité, notamment en Afrique. Regardez. La République démocratique du Congo siège officiellement depuis le 1er janvier 2026 en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour un mandat de 2 ans couvrant la période 2026-2027. Élue en janvier 2025 par l'Assemblée générale de l'ONU avec une large majorité, la RDC fait ainsi son retour au sein de cet organe stratégique chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il s'agit de la première participation du pays au Conseil de sécurité depuis 2010. À travers cette présence, les autorités congolaises entendent jouer un rôle actif sur les principaux dossiers africains, en particulier ceux liés à la sécurité régionale, à la prévention de conflits, à la lutte contre le terrorisme, au respect du droit international humanitaire et à la réforme du système multilatéral. La délégation congolaise affirme vouloir porter la voix de pays africains et de peuples en quête de paix, tout en défendant les intérêts spécifiques de la RDC, confrontée depuis plusieurs années à l'insécurité persistante provoquée par des groupes armés nationaux et étrangers, notamment dans sa partie orientale. Pour ces mandats 2026-2027, la RDC siégera aux côtés de 4 autres nouveaux membres élus, le Danemark, le Panama, la Grèce et le Koweït. Je le disais au titre, plus de 1500 personnes ont été tuées dans l'est du pays ces 30 derniers jours. Le gouvernement congolais qui donne ces chiffres dénonce l'occupation continue de la ville d'Ouvira par la rébellion du M23 causant de milliers de déplacés. Kinshasa exige plutôt pour se faire un retrait immédiat et sans condition de troupes rwandaises sur les territoires congolais. Regardez.
Le gouvernement congolais dénonce la poursuite de l'occupation illégale de son territoire par les forces rwandaises dans l'est du pays, notamment à Uvira. Kinshasa exige un retrait immédiat et avertit que toute agression contre la population civile engage la responsabilité de leurs auteurs. Le communiqué du gouvernement publié le 31 décembre 2025 décrit une situation dramatique dans les provinces de l'Est où la RDC accuse le Rwanda d'étendre ses positions militaires. Selon Kinshasa, ces mouvements ont provoqué plus de 500 000 déplacés et un bilan provisoire de 1500 morts parmi les civils victimes de bombardements et frappes de drones. Le gouvernement dénonce également l'arrivée de 3 nouveaux bataillons rwandais dans le haut plateau d'Uvira, Fizi et Mwenga sous couvert du groupe Twirwaneho. Kinshasa parle d'une manœuvre militaire planifiée visant à avancer vers les axes stratégiques du Tanganyika. Face à cette situation, la RDC rejette les déclarations de retrait rwandaises et exige les retraits immédiats, effectifs et vérifiables de troupes ainsi que la fin de toutes les opérations contre les civils conformément aux résolutions onusiennes et à l'accord de paix de Washington. Le gouvernement rappelle que ces actes constituent une violation grave du droit international et des droits humains, engageant la responsabilité internationale de leurs auteurs. Kinshasa réaffirme sa détermination à rétablir l'autorité de l'État sur tous les territoires nationaux, à poursuivre toutes les démarches diplomatiques et judiciaires nécessaires et à tenir responsables sans exception les auteurs et commanditaires de ces crimes. C'est pas exactement ce que je disais en titre, ce que peut-être plutôt la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, Kinshasa, justement, où les forces de sécurité, ce que je disais en titre, ont intensifié leur intervention auprès en tout cas, pendant les festivités où près de 500 Kuluna présumés ont été appréhendés dans le cadre de l'opération Ndobo. Aussi, ces résultats montrent l'engagement de policiers et les autorités, en tout cas sécuriser la capitale, et celle-ci reste confrontée à de nombreux défis sécuritaires nécessitant moyens et vigilance permanente. Ce 1er janvier 2026, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Méchabani, a inspecté plusieurs commissariats urbains de Kinshasa pour suivre de près le déploiement de l'opération Ndobo, mise en place pour lutter contre la criminalité. Les forces de l'ordre ont ainsi interpellé, par exemple à Mongafula, 40 Kuluna, Kintambo 30, Gombe 40, Kalamu 51, Limete 56, Massina 242, soit un total de 400 personnes interpellées, montrant la mobilisation efficace de policiers pour protéger la population. Déjà déployée dans 10 provinces du pays, cette opération vise à assurer la sécurité des habitants et la protection de leurs biens. Les forces de sécurité, souvent surchargées, ont montré un engagement remarquable, malgré des moyens parfois limités. Pour les experts et habitants, ces actions sont encourageantes, mais elles soulignent aussi la nécessité de renforcer les effectifs, d'améliorer l'équipement et de maintenir une présence régulière dans les quartiers sensibles afin que la sécurité soit durable, même après l'opération Ndobo. Une opération qui illustre la volonté des autorités et l'engagement de forces de sécurité à protéger les citoyens. À Kinshasa, la réussite de telles opérations repose sur une collaboration continue entre les forces de sécurité et la population pour faire face à la criminalité urbaine et renforcer la confiance entre les habitants et ceux qui veillent sur leur sécurité. Ce que je disais en titre également, c'est à Kinshasa où les Kinois ont célébré la fête du Nouvel An en ce 1er janvier 2026, certains en famille et d'autres en groupe d'amis. Une célébration que certains qualifient de timide et d'autres c'est la coutume, rien n'a changé. C'est un constat de Didier Lunga et Giscard Tamba. À Kinshasa, la fête du Nouvel An se déroule en privé, animée en famille ou entre amis, et des célébrations publiques dans les bars et lieux décorés, souvent avec de la musique, des feux d'artifice, pétards et des repas spéciaux, bien que l'ambiance puisse varier, parfois plus calme en raison des contraintes économiques ou des pluies, mais généralement marquée par la joie et les rassemblements familiales. Pour Sylvain, la timidité à Kinshasa pendant la fête du Nouvel An est due par rapport à l'insécurité de plus en plus grandissante dans la capitale et surtout dans la partie orientale du pays. Bon, les fêtes de fin d'année, bon, c'est passé comme à l'accoutumée, hein? Mais sauf que cette année-ci, bon, avec la tension qu'il y a dans le pays, hein, bon,
les uns jubilent, les autres sont dans les pleurs, comme nos amis qui sont là à l'Est. Sinon, la fête serait mieux passée s'il y avait l'accalmie à l'Est. Un peu plus loin, cet autre Quinois brise le silence pour son quartier. Selon lui, le manque de l'énergie électrique a causé le calme pendant la fête. Mais pas comme dans l'avant. J'étais un peu timide là au quartier, un peu isolé. Même les signaux coupaient même du courant. Il n'y avait pas du courant dans notre quartier. Puis les musiques, il n'y avait pas de musique là-bas au quartier. C'est un peu timide comme ça. Il s'est dénoté que la fête du Nouvel An, qui est célébrée dans le monde entier, chaque le 1er janvier, reste une occasion de renouveler l'espoir pour une année meilleure, au-delà de son côté festif et associatif. Et en RDC, toujours en République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris une ordonnance historique selon les experts. Désormais, tous les héros nationaux seront commémorés le même jour, une réforme symbolique destinée à renforcer l'unité nationale et le devoir des mémoires. Décryptage de Géopolis. C'est une réforme qui touche au cœur de l'histoire nationale. Par ordonnance présidentielle rendue publique cette semaine, le chef de l'État a décidé de regrouper les commémorations de tous les héros nationaux en une seule journée officielle, désormais déclarée férié, chômé et payé sur l'ensemble du territoire. Jusqu'ici, certaines figures comme Patrice Emery Lumumba ou Laurent Désiré Kabila étaient honorées séparément à leurs dates respectives. Ces nouveaux dispositifs mettent fin à cette dispersion symbolique pour instaurer un moment unique de recueillement et des reconnaissances nationales. Selon la présidence, l'objectif est clair, renforcer les sentiments d'unité nationale et transmettre aux jeunes générations les valeurs portées par ces figures historiques. L'ordonnance crée également un ordre national des héros nationaux destiné à reconnaître officiellement le Congolais ayant rendu des services exceptionnels à la nation, tant sur le plan civil que militaire. Autre volet important, un soutien financier est prévu pour les familles des héros afin d'accompagner cette reconnaissance symbolique d'un appui social concret. Les autorités précisent que si une date unique sera retenue, les dates historiques propres à chaque héros continueront à être rappelées à titre commémoratif. Parlant justement des héros nationaux, la République démocratique du Congo rend hommage ce 2 janvier au général de brigade Mamadou Ndala, assassiné en 2014 à Beni. Là, nous sommes dans la province du Nord Kivu. 12 ans après sa disparition, ces héros de guerre restent une figure majeure de la lutte contre les groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Reportage. La République démocratique du Congo commémore ce 2 janvier l'anniversaire de l'assassinat du général Mamadou Ndala, tombé en 2014 à Beni, dans la province du Nord Kivu. 12 ans après sa mort, le souvenir de ces héros de guerre demeure vivace dans la mémoire collective congolaise. Figure emblématique de la lutte contre le groupe armé dans l'est du pays, le général Ndala s'était illustré en 2013 par ses opérations décisives contre la rébellion du M23. Populaire au sein de l'opinion publique et respecté dans les rangs militaires, il incarnait pour beaucoup un espoir de redressement moral et de professionnalisme des forces armées de la République démocratique du Congo. Des hommages ont été rendus à sa mémoire à Beni, Goma, Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays. Dépôt de gerbes de fleurs, messes de suffrage, conférences, débats et témoignages ont marqué cette journée de recueillement. Cette commémoration intervient dans un contexte sécuritaire toujours tendu dans l'est de la RDC où les FARDC poursuivent leurs opérations contre les groupes armés nationaux et étrangers. Plusieurs voix au sein de la société civile comme des forces de défense appellent à ce que l'engagement, la rigueur et l'essence du devoir du général Mamadou Ndala continuent d'inspirer les forces loyalistes ainsi que les jeunes générations congolaises. Et quelques Quinois se sont exprimés sur ce qu'ils retiennent du personnage. Ils sont au micro de Didier Lunga et Giscard Tamba. Pour Mamadou Ndala, ce que je peux retenir de lui, il fut un grand soldat qui a sacrifié toute sa vie pour ce beau et grand pays. Et ce que je peux retenir de lui, aujourd'hui, pour moi, je me rappelle d'un grand Ouazalendo, un vrai patriotique qui ne pouvait en aucun cas accepter de céder même un centimètre de notre patrie.
Fort malheureusement, que les destins avaient décidé autrement pour lui. Mais néanmoins, derrière Mamadou Ndala, aujourd'hui, nous en avons encore des milliers. En tout cas, s'il y a quelque chose à dire en rapport avec Mamadou Ndala, tout ce que je sais, c'est qu'il est un patriote. Quelqu'un qui a vraiment donné sa vie pour le Congo, il a beaucoup combattu. Et nous savons tous la situation actuelle de l'Est. Mamadou Ndala était là pour mener la bataille et sa mort nous a laissés perplexes. Et triste mémoire en tout cas, dans la profession de journaliste, l'année 2025 a été l'une des plus meurtrières jamais enregistrées pour les professionnels de médias selon la Fédération internationale de journalistes. 128 journalistes ont été tués dans le monde en 12 mois, un chiffre alarmant qui relance le débat sur la protection des professionnels de la presse. Ce sont des chiffres qui donnent le vertige. Selon la Fédération internationale de journalistes, 128 journalistes et travailleurs de médias ont perdu la vie dans le monde en 2025, dont 10 femmes. La majorité ont été tuées dans l'exercice de leur métier, souvent en zone de conflit, parfois ciblées directement. Ce n'est pas juste une statistique, c'est une alerte rouge mondiale, a déclaré Anthony Bélanger, secrétaire général de la FIJ, dénonçant l'impunité persistante dont bénéficient les auteurs de ces crimes. Pour la 3e année consécutive, le Moyen-Orient est la région la plus dangereuse pour la presse. Près de 58% de morts y ont été recensés. 74 journalistes ont été tués dans cette zone, dont 56 en Palestine, souvent alors qu'ils couvraient des opérations militaires. L'Europe n'est pas épargnée. En Ukraine, plusieurs reporters ont perdu la vie à la suite de frappes de drones visant des équipes de reportage. En Afrique, 2 pays comme le Soudan restent des zones à haut risque pour le journaliste dans un contexte d'instabilité et de conflits armés. Dans les Amériques, enfin, les journalistes ont été tués en lien avec leur travail, notamment au Pérou, au Mexique, où l'impunité reste une constante. Au-delà de mots, la Fédération internationale de journalistes alerte aussi sur la répression. Plus de 533 journalistes sont aujourd'hui détenus dans le monde. Un climat qui menace directement la liberté de la presse et le droit du public à une information libre. De retour à Kinshasa, où le renforcement des tissus industriels congolais s'accélère à travers de partenariats stratégiques. Le mercredi 31 décembre 2025, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Hervé Claude Ntumba Bakunkoke, a été reçu plutôt en son cabinet de travail à Kinshasa. Placide Nkala Basadilwa, directeur général de la Générale de carrière de mine Gécamine. Les deux personnalités ont échangé autour de relance de la coopération entre ces deux institutions clés de l'économie nationale. Suivez. Le renforcement du tissu industriel congolais s'accélère à travers des partenariats stratégiques. Ce mercredi 31 décembre 2025, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, M. Hervé Claude Ntumba Bakunkoke, a reçu à Kinshasa M. Placide Nkala Basadilwa, directeur général de la Gécamine. Les deux personnalités ont échangé autour de la relance de la coopération entre ces deux institutions clés de l'économie nationale. Une rencontre placée sous le signe de la courtoisie, mais surtout inscrite dans une volonté commune de soutenir concrètement la transformation locale des ressources minières. Le FPI se dit prêt à accompagner la Gécamine dans sa stratégie de transformation industrielle en mobilisant des mécanismes de financement adaptés aux priorités du secteur minier. Une démarche qui vise à maximiser l'impact économique à long terme, dans un contexte où la République démocratique du Congo cherche à rompre avec le modèle d'exportation brute de ses ressources. Ce rapprochement stratégique pourrait jouer un rôle moteur dans le développement des chaînes de valeur autour du cuivre, du cobalt et d'autres minéraux critiques. Et il y a toujours eu une collaboration qui a existé entre la Gécamine et le Fonds de promotion pour l'industrie. C'est l'institution financière de la République. Et nous, en tant que société de transformation dans le domaine de minerais, nous avons voulu répartir sur de nouvelles bases pour pouvoir parachever la vision du chef de l'État dans la transformation de nos richesses
ici sur place. C'est pour ça que je suis venu voir les DG pour que nous puissions répartir de nouveau sur une collaboration étroite et stratégique entre la GECAMINE et le FPI. Alors que 2026 s'annonce comme une année charnière pour l'industrialisation du pays, cette relance de la coopération entre le FPI et la GECAMINE envoie un signal fort au secteur privé et aux investisseurs, celui d'une RDC prête à transformer ses richesses chez elle pour son peuple. Page noire dans ce journal où la République démocratique du Congo est en deuil. Corneille Moulumba, figure historique et l'un des pionniers de l'Union pour la démocratie et le progrès social, est décédé dans la nuit du 2 janvier 2026 à la clinique Ngaliema à Kinshasa. Proche collaborateur de Etienne Tshisekedi, le père de l'actuel chef de l'État, ancien représentant de l'UDPS en Europe et ancien vice-ministre du plan et de la reconstruction. Il a marqué l'histoire du parti et du combat pour la démocratie au Congo selon ce proche, en tout cas affaibli par une longue maladie. Il n'a malheureusement pas pu bénéficier d'une évacuation sanitaire à l'étranger faute de moyens, confie ce proche. La Coupe d'Afrique des Nations au Maroc est également vécue en héros de terrain et stade du royaume chérifien. Si cette compétition attire des stars et célébrités du monde entier, elle permet également de découvrir des incroyables talents. Le sélectionneur de l'Algérie domine très largement ses classements. Ancien entraîneur de Girondins de Bordeaux, Vladimir Petkovic serait le seul technicien de cette CAN à percevoir un salaire annuel supérieur à 1 million d'euros hors prime. Sa rémunération mensuelle est estimée à 135 000 euros, soit environ 88,5 millions de francs CFA, un montant presque 2 fois supérieur à celui de ses proches poursuivants. Derrière Petkovic, on retrouve Hugo Bross, sélectionneur de l'Afrique du Sud, et Hermès Faé à la tête de la Côte d'Ivoire. Les deux techniciens percevraient environ 75 000 euros mensuels, soit environ 49,2 millions de francs CFA. Pour Hermès Faé, cette rémunération symbolise la reconnaissance de son parcours exceptionnel, lui qui avait conduit les éléphants au sacre continental après avoir débuté la compétition comme adjoint. Au pied du podium figure Walid Regragui. Le sélectionneur du Maroc toucherait environ 70 000 euros par mois, soit près de 45,9 millions de francs CFA. Dans la tranche intermédiaire, James Kwesi Appiah, à la tête du Soudan, percevrait environ 48 millions d'euros mensuels, tandis que Eric Shell, sélectionneur du Nigeria, serait rémunéré à la hauteur de 46 000 euros. Chez les techniciens français, les situations diffèrent. Le salaire actuel de Patrice Baumel avec l'Angola n'est pas précisément connu, mais lors de son passage en Côte d'Ivoire, il envoisinait le 30 000 euros mensuels. De son côté, Sébastien Desabre, sélectionneur de la République démocratique du Congo, percevrait environ 42 000 euros par mois, les plaçant dans la première moitié du classement. Dans la seconde partie du tableau, figurent plusieurs sélectionneurs aux revenus plus modestes. Oussama Hassan toucherait environ 30 000 euros mensuels, tandis que Gernon Rohr, à la tête du Bénin, percevrait près de 25 000 euros. Les sélectionneurs du Sénégal, Pape Thio, figurent parmi les rémunérations les plus basses de la compétition avec un salaire mensuel estimé à 20 000 euros, un montant similaire à celui de Tom Saintfiet, sélectionneur du Mali. En bas du classement, Sami Trabelsi de la Tunisie percevrait environ 15 000 euros, tandis que Brahma Traoré, à la tête du Soudan, fermerait la marche avec 10 000 euros mensuels. Ces écarts de rémunération illustrent une réalité persistante du football africain. À la CAN, toutes les sélections ne partent pas avec le même moyen, même sur le banc de touche. Merci beaucoup à Blaise Kuzola pour ces documents exceptionnels dans les domaines de sport. Tout de suite, la page internationale. Je le disais au sommaire, confronté à une forte dépendance aux importations et à une récente crise sur le marché, l'Algérie accélère sa stratégie d'industrialisation de la filière pneumatique. Le lancement d'une nouvelle usine de fabrication de pneus à Tougour s'inscrit dans la dynamique des autorités de renforcer la souveraineté industrielle du pays. Daniela Kalala pour le commentaire.
L'Agence algérienne pour la promotion de l'investissement AAPI a annoncé le lancement de la construction d'une usine de fabrication de pneus en caoutchouc pour véhicules légers et lourds à Togourt dans le nord-est du pays. La première pierre a été posée le lundi 29 décembre et les projets mobilisent un investissement de 27 milliards de dinars algériens, environ 207 millions de dollars. L'usine, dotée d'une capacité annuelle de 5 millions de pneus, produira dans une première phase des millions d'unités pour le poids lourd, puis 3 millions supplémentaires pour les véhicules légers lors de la seconde phase. Présenté comme un levier stratégique de souveraineté industrielle, ces projets interviennent dans un contexte marqué par une pénurie de pneus enregistrée au second semestre 2025. Pour y faire face, à court terme, les autorités ont engagé plusieurs mesures transitoires. Naftal, la Société nationale pour la commercialisation et la distribution de produits pétroliers, avait notamment signé en novembre dernier un accord avec l'équipementier allemand Continental pour l'importation d'1 million de pneus destinés aux véhicules particuliers. Une seconde convention avait également été annoncée avec l'Italie, promettant pour l'approvisionnement du segment de poids lourds. L'implantation de la nouvelle usine s'inscrit dans une politique plus large de réduction de la dépendance aux importations. En juillet dernier, l'entreprise algérienne El Hadj Arabi Industriel a conclu un important partenariat avec le groupe chinois Double Star en vue de la construction d'une autre usine de pneus dotée d'une capacité initiale de 7 millions d'unités par an, extensible à 22 millions. Cette dynamique est portée par l'augmentation du parc automobile soutenue par la croissance démographique et l'émergence d'une classe moyenne dans les économies africaines les plus stables. Le marché demeure toutefois largement dominé par les importations, principalement en provenance de la Chine, de l'Europe, des États-Unis et de l'Inde. Bouclons cette page internationale pour vous dire qu'en octobre 2025, l'international Nickel Sadut Group a annoncé un excédent de 209 000 tonnes de nickel en 2025, plus de 261 tonnes en 2026, alors que l'Indonésie a surproduit du nickel ces dernières années. Macquarie estime pour sa part que le marché devrait rester excédentaire jusqu'en 2026. Premier producteur mondial de nickel, l'Indonésie veut réduire le volume extrait en 2026 afin de mieux faire correspondre l'offre à la demande. Après plusieurs mois de recul, le nickel a bondu à son plus haut depuis mars, porté par cette annonce. Le prix du nickel au comptant est passé de 15 800 $ la tonne lundi 29 décembre à 16 500 $ le lendemain sur la LME, alors que le contrat pour livraison dans 3 mois affiche une hausse quotidienne de 6,4% à la clôture des échanges du 30 décembre. Dans une interview accordée quelques heures plus tôt à une chaîne de télévision locale, le ministre Bahlil Lahadalia a indiqué que le gouvernement agirait sur le quota de production accordé aux mineurs. Les pays d'Asie du Sud-Est, dont la part de marché est passée de 31,5% en 2020 à 60,2% en 2024, selon les données de SEP, Global Market Intelligence, a significativement augmenté la production de ces métals entrant dans la fabrication de l'acier inoxydable et utilisé dans les batteries des véhicules électriques. En réduisant l'offre, le pays espère diminuer l'excédent qu'il a contribué à créer afin de stimuler la hausse de prix. Le cas n'est pas sans rappeler la RDC qui assure également 70% de la production mondiale de cobalt, autre métal stratégique pour l'industrie de véhicules électriques. Après avoir doublé sa production ces dernières années, le pays a suspendu dès février 2025 ses exportations avant de mettre en place à partir d'octobre des quotas pour le producteur. L'objectif des autorités congolaises est aussi de réduire l'excédent sur les marchés et de faire remonter les prix. Si les prix du cobalt ont plus que doublé depuis le début de l'année, il faudra attendre quelques mois pour voir l'impact réel de la mesure indonésienne sur le marché. Aussi, la baisse programmée de la production a pour objectif de mieux maîtriser les conséquences écologiques liées aux opérations minières. Voilà qui m'intermet à ce journal dont je vous rappelle le principe. Avant de vous rappeler les principaux titres plutôt, je vous convie plutôt de suivre cette revue de presse de Blaise Kuzola.
Bonsoir. La plupart des journaux parus ce vendredi à Kinshasa reviennent sur la dénonciation du gouvernement congolais à la suite de la poursuite de l'occupation rwandaise dans l'est du pays. Commençons avec Info 27 qui reprend un communiqué rendu public mercredi 31 décembre à Kinshasa. Dans ce document, le gouvernement de la République dénonce avec la plus grande fermeté la poursuite de l'occupation illégale de son territoire par les forces rwandaises ainsi que l'extension délibérée et continue de zones sous contrôle étranger dans l'est du pays. En ligne de mire, souligne ses quotidiens, figure la région d'Uvira et ses environs où Kinshasa affirme constater une progression caractérisée vers le sud. Le communiqué diffusé par le ministère de la Communication et Médias ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Selon ces tabloïds, le gouvernement qualifie ces faits d'agression manifeste contre la souveraineté nationale, des violations graves et répétées du droit international et des mépris assumés de engagements régionaux et internationaux. En toile de fond, une accusation frontale contre le Rwanda dont les autorités sont mises en cause pour une escalade militaire jugée incompatible avec les discours officiels de désescalade. Selon le même communiqué consulté par l'agence congolaise de presse, le gouvernement de la République qualifie ces actes d'agression manifeste et agence précise que le gouvernement accuse les forces rwandaises de mener une extension délibérée et continue de zones occupées, notamment autour d'Uvira, avec une progression caractérisée vers le sud. Ces actions, affirme Kinshasa, traduisent un mépris à assumer des engagements régionaux et internationaux tout en rejetant les déclarations de Kigali faisant état de retrait de ses troupes. Le document rappelle que les opérations de forces rwandaises dans l'est de la République ont fait plus de 1500 morts civils depuis le début du mois de décembre. Selon FNTV.cd, le gouvernement de la RDC affirme que 3 nouveaux bataillons rwandais ont récemment été déployés dans le haut plateau des territoires d'Uvira, Fizi et Mwenga. Ces unités notent ces sites d'information opéreraient sous couvert du groupe armé Twirwaneho, une stratégie destinée à masquer leur identité et à brouiller les responsabilités sur le terrain. Ces portails révèlent que les autorités congolaises évoquent une manœuvre militaire planifiée visant à consolider une avancée vers le sud du pays. FNTV.cd ajoute que cette nouvelle alerte intervient dans un contexte sécuritaire extrêmement tendu, marqué par des affrontements armés qui se multiplient, notamment avec l'usage de drones kamikazes et une violence persistante contre les populations civiles. Dans un message de fin d'année autant grave mais résolument engagé, rapporte le potentiel, Eugène Diomindongala dresse un bilan sévère de l'année 2025 marqué par l'aggravation de la crise sécuritaire dans l'est du pays et par des profondes failles de gouvernance. Entre dénonciation de l'agression extérieure, autocritique sur les dysfonctionnements internes de l'État et appel à l'unité nationale, cet acteur politique invite le Congolais à faire de 2026 l'année du sursaut, de la réforme profonde de l'État et de la reconquête de la souveraineté nationale. Fin de cette revue de presse. Au revoir. Fait également de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite les rappels de titres. Lutte contre la criminalité urbaine dans la capitale congolaise. Près de 500 bandits présumés ont été appréhendés ce 1er janvier 2026 à Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières Jacques Chabani, initiateur de l'opération Dobo, renouvelle la détermination du gouvernement congolais d'aller jusqu'au bout de la logique. Au sommaire également, vous l'avez suivi, ce 2 janvier 2026, la commémoration de la mort du général de brigade de Mamadou Ndala. L'officier général de FARDC tué à Beni, au Nord Kivu, est un héros dans la lutte contre l'insécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo. Vous avez également suivi les témoignages dans ce journal. Et puis nous avons parlé de l'Algérie, le pays qui met le bouchée double pour augmenter sa production de pneus. L'initiative intervient dans un contexte particulier où Alger est confronté à une crise majeure dans ces secteurs. C'est la fin complète de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur les antennes de Géopolis Télévision. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie.
votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.